Chers amis, bonjour. C'est encore un plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans, au rendez-vous de EDTV. Alors aujourd'hui, on reçoit pour vous une femme politique qui n'est plus à présenter. C'est la secrétaire générale évidemment du MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba. Je parle de Madame Eve Bazaïba. Bonjour Madame Bazaïba. Bonjour Monsieur le journaliste. Voilà, moi je voudrais savoir qu'est-ce qui vous amène en Belgique. Je suis en Belgique de passage parce que naturellement j'étais parti à La Haye et j'y reviens et c'était pour ça essentiellement. Ah, d'accord, donc on parlera de ce qui s'est passé à La Haye, mais je voulais qu'on aille un peu dans les vifs du sujet. C'est que aujourd'hui le MLC, parti politique, pas un petit parti politique au Congo, est dans une coalition, n'est-ce pas, une sorte de coalition avec les autres partis politiques locaux. Je crois que vous appelez ça les forces politiques et sociales. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui motive cette coalition? C'est pour quel but? C'est pour quelle finalité? En fait, ce n'est pas une coalition formelle jusque-là, mais il faut dire que le parti politique travaille souvent soit en plateforme électorale, soit en collectif, soit en termes d'idéologie. Mais là, nous nous sommes mis ensemble par rapport à un élément fédérateur. L'élément fédérateur, d'abord, c'est la République, notre statut de l'opposition, conformément aux lois existantes. Il y a l'article 8 de la Constitution. Et puis il y a la loi portant statut de l'opposition. Il s'agit des partis qui ne sont pas dans l'exercice du pouvoir. Nous sommes dans les assemblées législatives. Il y en a qui sont l'opposition institutionnelle et non institutionnelle. Nous sommes ensemble. Un autre élément fédérateur, c'est aussi le processus électoral, donc des enjeux électoraux. Nous avons estimé que nous devions être ensemble pour travailler en synergie et aussi sur demande express et même une recommandation de la population. La population nous dit, c'est vrai que vous êtes plusieurs partis politiques, vous êtes pluriels, mais si vous êtes censé nous représenter, c'est mieux que de temps en temps, vous essayez de chanter le même refrain. Là, nous allons bien vous saisir. Ben voilà, c'est ça. Mais voilà, mais quel crédit on peut donner à la durabilité d'une telle coalition? Parce que nous avons entendu, par exemple, quelques personnalités politiques au Congo. Clément Kankou propose, par exemple, une table ronde de l'opposition pour proposer une candidature unique. On a aussi entendu l'ARP d'Emmanuel Ilunga qui parle des états généraux, je crois, de l'opposition. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, aussi la communauté internationale qui essaie de proposer ça. José Makila a parlé, a dit que l'opposition se regroupe autour d'Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre lecture par rapport à ça? Oui, logiquement, je vais parler vraiment une politique scientifique. C'est-à-dire, normalement, le parti politique, quand ils sont quelque part dans un État, doivent se regrouper en termes d'idéologie, des doctrines. Vous avez des sociodémocrates, vous avez des libéraux, vous avez, je ne sais pas, des socialistes, etc. Le MLC, c'est quoi? Nous sommes des libéraux. C'est un parti libéral. Malheureusement, souvent dans les pays africains, et ici je voudrais me concentrer à la situation du Congo, les partis ne travaillent pas selon les regroupements. Vous trouvez les sociodémocrates à l'opposition, vous les trouvez aussi à la majorité, dans l'exercice du pouvoir. Bref, je vous ai dit que pour le moment, ne voyez pas en termes d'une coalition, parce que nous sommes dans un processus de regroupement, c'est par rapport aux enjeux. Il faut toujours se mettre ensemble suivant un objectif, une vision. L'élément fédérateur, c'est l'élément qui réunit. On n'a pas encore la formalisation, le MLC avec les autres, mais nous avons une plateforme qui a toujours existé, c'est l'Union pour la Nation. Avant, c'était le RENACO et après, nous avons piloté l'Union pour la Nation. C'est par rapport aux élections. Alors, si nous estimons que nous devons réouvrir les cadres, ça serait par rapport à l'environnement. C'est l'environnement qui va l'imprimer. Mais de grâce, j'ai toujours demandé qu'on ne soit pas trop exigeant aux partis politiques en leur disant « mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble ». Vous savez, les partis politiques, ce sont des faits sociaux. C'est comme on est dans les églises. N'est-ce pas? Je voudrais vraiment donner cette métaphore-là pour qu'on se fasse bien comprendre. Vous avez les chrétiens. Tous les chrétiens sont chrétiens. Quand je dis chrétien, c'est-à-dire ils croient en Jésus-Christ, en Messie et tout ça. Mais là-dedans, vous trouvez plusieurs congrégations. Mais dimanche, chacun est dans son église. Mais ils prêchent tous la même parole. Vous n'allez pas leur dire, protestants, catholiques, orthodoxes, vous êtes tous des chrétiens, mettez-vous ensemble.
encore que les églises de réveil, vous n'allez pas leur dire telle église et tout ça. Mettez-vous ensemble. Mais ils sont en même temps ensemble, en même temps c'est pluriel. Oui, mais on bâtit sur les convergences. Oui, mais par rapport à un objectif majeur, un objectif déterminant pour la population, moi j'ai vu des églises par exemple qui organisent une activité ensemble. Le cuménisme existe. Exactement. Voilà, mais maintenant le cas des partis politiques. Le Congo, c'est quand même l'élément déterminant. Le peuple congolais, tout le monde sait que par rapport aux expériences passées, lorsque les candidats de l'opposition vont de manière dispersée, l'échec est garanti. En plus, cette fois-ci, il y en aura encore au-delà d'une trentaine. Donc là, pourquoi est-ce que cette question continue à être un peu comme une question taboue? Pourquoi est-ce que les opposants ne peuvent pas se dire, tiens, mais quelles que soient nos idéologies, nos philosophies, mais là, il y a le Congo qui est la philosophie commune. On ne peut pas, à un moment donné, mettre de l'eau dans nos vins et avancer par rapport à un leadership commun. Je ne voudrais pas que vous preniez ça dans le sens péjoratif des choses. Je voudrais d'abord que vous reconnaissiez l'existence d'un parti politique conformément aux lois et règlements de la République. Ça, c'est clair. Chaque parti doit exister. Oui. Et deuxièmement, je vous dis, ce sont des coalitions, ce sont des plateformes qui se mettent par rapport à un environnement, par rapport à un objectif. Ouais. Et c'est souvent ponctuel. Il y en a qui veulent que ça puisse être perduré et on en trouve un cadre juridique qui le réglemente. Mais l'élément, lorsqu'on va y arriver, les leçons du passé, enfin ce qui s'est passé en 2006, en 2011 vont nous servir de leçons pour aller par exemple à présenter une candidature commune. C'est un devoir, mais là, le dire que c'est une obligation, je dis non. C'est un devoir de nous mettre ensemble si nous voulons atteindre l'objectif de conquérir le pouvoir. Ça fait partie aussi des stratégies. De ce côté-là, ne vous dérangez pas, nous sommes assez grands et nous sommes assez motivés. On a connu beaucoup de choses. Nous savons qu'au moment opportun, nous allons nous mettre ensemble. Et raison pour laquelle, pour le moment, nous travaillons ensemble. Ok, c'est parfait. On va parler un tout petit peu du MLC. Le peuple congolais, la diaspora particulièrement, est souvent très déçu par rapport à certaines attitudes du MLC. On a vu Jean-Pierre Bemba qui déclare par exemple qu'il a accepté l'inacceptable. On a vu Kamitatou à un moment donné qui se détourne un peu. Et là récemment, on voit Thomas Lwaka et Kambinga et Gwake qui en tout cas se retrouvent dans le gouvernement de cohésion nationale. Comment vous lisez cela? Alors moi je veux plus m'attarder sur la question de Jean-Pierre Bemba, Kamitatou, François Mamba, Sesanga, les autres, tous ceux qui ont quitté le MLC. Je crois que les meilleures personnes attitrées à répondre pourquoi leur acte c'est eux-mêmes. Alors quand Jean-Pierre Bemba, sénateur, dit j'ai accepté l'inacceptable, c'est-à-dire nous sommes su avoir gagné les élections en 2006. Aujourd'hui, si hier nous l'avions dit et qu'on n'avait pas voulu nous croire, je crois qu'aujourd'hui les partenaires qui se trouvent même ici en Belgique les disent, si peut-être pas à haute voix, mais les choses sont tellement claires pour le confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On a un problème sérieux concernant la reconnaissance donc de notre autonomie en République démocratique du Congo. Et là, c'est fait en collaboration même avec les fils et les filles du pays. Nous avons gagné les élections, mais il y a eu des rapports, les rapports que j'ai dit machiavéliques, qui ont dit que M. Jean-Pierre Bemba n'était pas flexible et qu'il était imprévisible par rapport aux intérêts des partenaires internationaux. C'était faire une très très mauvaise lecture de M. Bemba. À telle enseigne qu'avant la fin des élections, on a loupé quelque chose d'important, les débats contradictoires au niveau des élections présidentielles. Alors quand il a dit qu'il a accepté l'inacceptable et qu'il s'est rangé à faire une opposition forte et républicaine, ce n'est pas parce qu'il était corrompu, parce que c'est comme ça que ça s'est dit. C'est parce qu'il a voulu justement mettre l'intérêt de la nation au devant de ses intérêts personnels ou des intérêts de son parti. Parce que s'il s'opposait par l'arme, par exemple, les armes, comme les autres disaient, mais pourquoi il s'est laissé faire, etc., il a laissé, c'est qu'il était corrompu. Imaginez-vous, sur 11 provinces, le MLC, de manière aussi claire qu'explicite, a gagné dans 6 provinces, presque la majorité. C'est vrai qu'il y a des provinces de pondération où on n'a pas pu obtenir la moitié des voix. Alors, et toutes ces provinces sont des provinces de l'Ouest. Et on nous provoque pour une insurrection au niveau de l'Ouest du pays.
sacrifier la population qui vous a élu au Bas-Congo, province orientale, pardon, l'Équateur, le Bandundu, Kinshasa, Kasaï oriental, Kasaï occidental, ouvrir une guerre pour réclamer les résultats, alors que ce sont les personnes qui vous ont élu. Comment est-ce que vous allez protéger la population? En fait, M. Bemba avait usé de la sagesse du Salomon. Il dit, je ne veux pas diviser les Congos, je ne veux pas tuer les Congos, je préfère voir cet enfant vivant, je le perdrai, mais j'ai l'espoir que dans 5 ans, je vais revenir encore pour postuler. Et c'était bien entendu, sans compter que les complots étaient tellement ourdis, et même international, et il s'est retrouvé aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Oui, pour Bemba, c'est peut-être clair pour certains, mais je voudrais qu'on revienne. On est toujours dans le MLC par rapport à ce qui se passe maintenant. On a l'impression que le MLC est divisé maintenant. Il y a 2 blocs, il y a le bloc Louaka, le bloc Bazaïba. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir qui a le droit d'exclure, de radier des gens du MLC. Des cadres. Le cadre juridique du MLC est explicite. Oui, il dit quoi? Et les lois et règlements de la République. Je commence d'abord par l'hiérarchisation des lois. Je prends la Constitution, je vous ai parlé de l'article 8 de la Constitution, que le droit à l'opposition est connu et sacré, et l'exercice donc lié à ces droits-là est sacré, c'est-à-dire personne ne peut y toucher. Et le dernier alinéa de cet article 8 dispose qu'il y a une loi qui organise l'opposition, n'est-ce pas? Alors, l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition dit clairement ceci: est réputé avoir renoncé au statut de l'opposition le parti ou le regroupement politique qui accepte de partager les responsabilités au niveau de l'exécutif national, provincial, municipal, urbain et local. En ce que je sache, avant même de devenir secrétaire général du MLC, je suis cadre du mouvement de libération du Congo, au cadre politique de la direction politique. La question pour le MLC de changer son statut politique dans ces conditions-là n'était jamais l'objet d'un quelconque débat. On a toujours dit, vous étiez parti aux concertations, c'est que vous aviez accepté. Oui, nous sommes allés aux concertations. Nous sommes une opposition forte et républicaine. Nous siégeons au Parlement. Nous sommes dans les assemblées provinciales sur toute l'étendue du territoire. Lorsqu'on nous a appelés pour la question de la République, et ce n'est pas la première fois, nous y allons et nous posons nos conditions. On nous a appelés pour aller parler de la République. Et nous sommes allés dicter par cette volonté-là. Premièrement, nous sommes allés défendre les cas de nos compatriotes qui croupissent en prison actuellement pour des raisons politiques ou tout simplement pour avoir porté un t-shirt frappé à l'effigie de Jean-Pierre Bemba. Oui, mais on parle de ça effectivement, parce que là on a l'impression qu'il y a une contradiction quand même. Non, est-ce que je peux terminer mon idée? Vous allez comprendre quand je vais le dire. Je vais mettre... Je vous en prie. Oui, alors nous sommes allés, nous avons défendu la question de la loi de l'amnistie. Nous avons obtenu la loi de l'amnistie. Nous sommes allés pour parler de la question d'M23, c'était d'ailleurs la question principale que le président Kabila avait fait appel à toute la population congolaise, à la classe politique. Et là, nous l'avons obtenu. C'était les stratégies dictées par le MLC pour dire, mettez aussi les fils et les filles de ces pays qui ont prouvé de leur prouesse pour récupérer certaines situations du pays. Et vous savez que le M23 a été bouté dehors grâce aussi aux fils du pays venant de la lignée du MLC, que lorsqu'on les a placés pour le compte de la République, on a brassé l'armée, on les a intégrés. Je vais citer Mamadou Ndala, je vais citer le général Baouma. Je ne cite que les 2 qui ne sont plus en vue, mais parce qu'ils sont morts dans les conditions que nous connaissons. Je ne vais pas citer les vivants pour ne pas les mettre mal à l'aise. Ça, on a obtenu. En ce qui concerne la loi de l'amnistie, l'UDPS n'avait pas participé aux concertations, mais il y a les membres de l'UDPS qui ont bénéficié de la loi de l'amnistie. Mais alors, pour aller à ces concertations, il y avait des orientations claires et précises. Que les concertations n'étaient pas à considérer comme Sun City bis, comme une conférence nationale bis, où on allait là-bas à l'issue de ces pourparlers pour partager les pouvoirs. Et la personne qui a lu ces orientations et qui a martelé sur ces paragraphes, c'est bien entendu celui qui m'a précédé, c'est M. Thomas Louaka. Donc, et avec tout ce que je viens de vous expliquer, il n'était pas question pour le MLC d'aller changer le statut du parti
entrer dans la majorité sans que nous ayons un débat. Oui, et pas vraiment à la fin d'un mandat comme ça, nous allons sacrifier notre combat. Oui, je m'excuse, mais là j'aimerais bien qu'on revienne un peu, comprendre un peu le cadre de manière générale. La logique, c'est-à-dire que vous acceptez d'aller aux concertations, n'est-ce pas, au moment où beaucoup de personnalités ou de partis d'opposition refusent ça. Et lors des concertations, ce sont des accords. Le MLC vraiment a été de manière déterminante, a participé de manière déterminante par rapport aux résolutions de ces concertations. Vous avez cité un cas par rapport à l'amnistie. Il y a eu une centaine de militaires du MLC qui ont été amnistiés grâce à l'intervention ou à l'implication du MLC dans ces concertations, qui en fait ont abouti à une sorte d'accord. Et dans le contexte de ces concertations, il fallait aller dans un gouvernement de cohésion nationale. Et c'est dans ce contexte que se retrouverait éventuellement l'OACA. Mais maintenant, lorsque vous parlez des textes, les premiers textes à évoquer, je crois que ce sont vos propres statuts. Vos propres statuts, je crois que vous avez un bureau politique, n'est-ce pas, qui lui, évidemment, c'est lui qui propose, n'est-ce pas, des cadres qui peuvent intégrer un gouvernement ou pas. Ça, c'est une chose. Et ces candidats seraient proposés au président. Et vos propres statuts disent ceci. Dans le cas où le président est empêché, c'est le secrétaire général qui peut valider. Mais au-delà de ça, vous avez aussi des ministres provinciaux. Dans la province orientale, vous avez une ministre provinciale, pareil à l'Équateur. Mais est-ce que c'est contradictoire, le fait d'avoir des ministres, après des concertations, après des conventions, vous avez des ministres au gouvernement central, vous en avez aussi au niveau provincial. Je vais vous répondre clairement. Je crois que vous m'avez compris lorsque j'ai parlé de la loi portant le statut de l'opposition qui est en vigueur. Je prends le cas de nos lois internes. Nous avons l'article 6 du règlement particulier du collège des fondateurs, justement, qui dit que pour participer à une instance gouvernementale, etc., c'est le collège des fondateurs qui désigne. M. Thomas Loaka et les autres n'ont pas... Ah non, je crois que c'est votre bureau politique. Hein, non, les collèges des fondateurs. C'est l'article 6 du règlement intérieur particulier du collège des fondateurs. Sont contradictoires avec votre règlement? Non, les statuts ne sont pas contradictoires. Nous avons les statuts du parti, nous avons le règlement intérieur, oui, le règlement exactement. Oui. Et puis nous avons le règlement intérieur particulier du collège des fondateurs. C'est le collège des fondateurs justement qui a le prérogative de procéder à des désignations. Cela n'a jamais été fait. Il n'y a jamais été l'objet d'un débat pour participer en cela. Et je suis juriste en droit international. En droit international, tous les accords, les signataires ont droit à la réserve. On ne peut pas rejeter un accord en bloc, on prend ce qui est probable pour vous et vous signifiez la réserve. Avant la tenue des concertations, nous avions signifié notre réserve à travers la note d'orientation lue à l'époque par M. Thomas Loaka en qui disait que l'orientation est claire. Nous allons aux concertations pour telle question, mais ce n'est pas Sun City bis, ce n'est pas Conférence nationale bis pour aller y partager les pouvoirs. On ne participe pas à un quelconque gouvernement. C'était tellement clair. Mais pourquoi on ne s'oppose pas aux ministres provinciaux? Non, j'y arrive, mais vous posez des questions, laissez-moi répondre. Ok, je vous en prie, madame. Vous n'allez pas prendre ma place et non, allez-y. Alors, au niveau de la province orientale, c'est lui qui a été élu, n'est ni de la majorité ni de l'opposition, c'est un indépendant. Vous comprenez ce que j'ai dit? Monsieur Bamanissa, c'est un indépendant qui a bâti campagne comme indépendant. La majorité avait son candidat à la personne de monsieur Darouezi, le PPRD. Et la majorité a eu des petits problèmes avec un autre candidat, c'est monsieur Tokole, qui est le questeur de l'Assemblée provinciale. Et l'opposition aussi avait postulé, donc il y avait plusieurs candidatures. N'est-ce pas? Alors, monsieur Bamanissa, c'est un indépendant. Ni de la majorité, ni de l'opposition. Il a composé son gouvernement avec la majorité, l'opposition et la société civile. C'est lui qui a donné cette impulsion et nous avons participé à ces titres-là. Madame Janine Ayouwa, ça veut dire Madame Janine Ayouwa, il est membre du MLC, je vous l'ai dit. Mais justement, je vous dis, c'est clair. Nous sommes là-bas, nous participons au pouvoir dirigé par un indépendant. C'est clair et c'est constitutionnel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les lois et règlements de la République. Nous ne sommes pas dans un gouvernement dirigé par quelqu'un de la majorité pour dire que nous étions derrière la majorité. Et c'était un débat du parti. Moi-même, c'est ma circonscription électorale, c'est ma province d'origine. Je connais, je gère la gestion, la question. Alors je vous dis, en ce qui concerne M. Thomas Loaka, mais enfin, les lois de la République sont claires et réputé avoir renoncé au statut de l'opposition, le parti ou le gouvernement
gouvernement qui participent. Nous n'avons pas eu ces débats. Nous avons participé au gouvernement provincial dirigé par un indépendant. M. Bamanissa n'a pas d'étiquette politique actuellement. Oui, y a-t-il dit... Tout à fait. Nous étions consultés. Moi, je vous donne la confirmation parce que je travaille avec les membres du MLC à Kisangani. Voilà comment la chose se présente. Alors, quand vous dites qu'il y a deux groupes, il n'y a pas de groupe. Il y a un seul MLC dirigé par M. Jean-Pierre Bemba qui a en privation provisoire des libertés avec un seul secrétaire général à la personne de Mme Bazaïba. J'y viens, j'ai été avec le président national. M. Thomas Loaka a choisi son camp. C'est aussi clair. Le problème est pour lui, moi, j'ai craint pour sa personne. C'est un problème de moralité politique. Problème de moralité politique, même pour les personnes qui les emploient. Je crois que j'ai eu à faire une intervention où j'ai fustigé le fait que monsieur le Premier ministre Matata Ponyo travaille avec quelqu'un qui est tenté de mentir au sommet de l'État. Il a menti au sommet de l'État. Il continue à se cramponner pour dire « Je suis membre du MLC secrétaire général ». Quand bien même qu'il l'était, naturellement, logiquement, lorsqu'un secrétaire général d'un parti est nommé à une fonction donnée, où est-ce qu'on fait ça? C'est une promotion, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on vient dans son parti? Et depuis qu'il a été nommé, combien de fois il est venu au siège du parti? Il n'a plus jamais mis ses pieds au siège du parti, si ce n'est lorsqu'il est venu prendre ses effets privés. Ben, il en a profité. Il est radié. Non, mais il s'est auto-exclu, je vous dis, conformément aux lois et règlements. Nous avons par exemple les statuts du parti et le règlement intérieur. Je crois que je vous ai étalé, je ne vais pas aller dans toutes les dispositions. Ouais, je vois que votre collège des fondateurs, c'est celui-là qui est habilité à exclure et en tout cas à accepter les démissions des gens. Le collège de fondateurs, c'est ça? Exactement, c'est ce qui s'est passé logiquement. Mais selon les informations que nous avons, il y a eu 12 membres de ce collège des fondateurs qui n'approuvent pas la radiation. Lesquels 12 membres qui n'approuvent pas? Vous avez M. Bonienga, qui n'est pas collège des fondateurs, qui travaille à la CENI et il est directeur de cabinet de Mme Micheline Billet. Vous avez M. Tita Cornet Tita qui n'est pas aussi membre du collège des fondateurs là-dedans, qui travaille à la CENI avec une obligation de réserve de ne pas prendre des positions politiques. Parmi les deux, je vous les cite. Et tous les restes là qui ne sont pas. Donc c'est quelque chose, au fait, comme on dit en politique, les ridicules ne tuent pas. Je crois que j'aurais préféré que M. Thomas Loaka suiva cette émission pour dire que j'ai craint pour sa personnalité. Je jure même qu'il ne dort pas. Parce qu'il vit la contradiction à lui-même. Il est conscient qu'il a pris ses larges, il a pris sa décision, mais il veut avoir l'argent, le beurre, l'argent du beurre et même le sourire de la bergère ensemble. Il faut avoir un choix dans la vie. Non, je voudrais terminer, que les choses soient claires. Oui, allez-y. Il faut avoir un choix dans la vie. C'est lui qui dirigeait les partis. Et c'est lui qui maîtrise les textes. Il est même juriste, il venait de terminer ses études de droit. Mais il sait ce qu'il est maintenant. Pour le moment, tous ceux qui sont au gouvernement de cohésion nationale, on ne peut pas parler de l'opposition et de la majorité. Je crois que le chef de l'État l'avait dit, que c'est un gouvernement de la République, ni la majorité, ni l'opposition. Nous sommes ensemble dans les pouvoirs. C'est la continuité du programme du président Joseph Kabila, exécuté par monsieur le Premier ministre Matata Ponyo. En fait, c'est la majorité réqualifiée. Les choses sont aussi claires. Il ne faut pas tricher avec soi-même. Donc, nous demandons à monsieur Thomas Loaka qu'il est en train d'aller tout droit au bout du rouleau et ce n'est pas bien pour lui. Plus il se cramponne dans cette position, plus il se discrédite. Moi, j'ai fait un coup de chapeau à ceux qui l'ont précédé. Prenez le cas de M. Olivier, par exemple. Il a créé son parti, M. François Mamba. Il a créé son parti. L'ancien gouverneur de l'Équateur, José Makila, a créé son parti. Même un très jeune, Délice Sanga, a créé son parti. Il y a aussi Jean-Lycée Boussa a créé son parti. Mais le problème, c'est quoi? Je crois qu'il est bloqué dans les idées. Je crois que s'il se met, il s'assied, il réfléchit, il a son charisme, il peut créer son parti. Donc, il faut faire un choix dans la vie. Parlons un peu des actes juridiques, des actes que signe Jean-Pierre Bemba. Est-ce que c'est normal que le président, qui ne jouit pas de ses droits, en tout cas, civiques et tout ça, puisse signer des actes qui engagent carrément le parti? Les actes sont conformes. M. Bemba n'est ni en détention, ni en arrestation. Le mot conformément au statut de Rome de la Cour pénale internationale dans sa partie de la procédure, il est en privation provisoire des libertés.
Donc il n'est pas condamné, il a tous ses droits, mais seulement il faut utiliser la procédure qu'il faut. Tous les documents qui entrent ou qui sortent passent par l'administration pénitentiaire. Et c'est ce qui s'est fait. Monsieur Thomas Lohaka, si vous voulez y revenir, il était nommé aussi dans ces conditions-là. Il a exercé en bonne et due forme. Donc, pour le moment, il exerce ses libertés. Il est en privation provisoire de liberté jusqu'à ce qu'il soit condamné et le procureur apporte les éléments de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Mais par rapport à vos statuts, cela n'est pas considéré comme un empêchement du président? Non, non, pas du tout. Il y a une procuration. Pas... S'il y a la présence physique qui nécessite, il y a une procuration. Pour le moment, je suis porteuse aussi d'une procuration en bonne et due forme qui a été validée et légalisée, même notariée par les instances compétentes en République démocratique du Congo. Ok, parfait. Nous sommes avec Madame Bazaïba. Nous sommes en train de parler de plusieurs sujets, mais il y a un sujet assez intéressant qui évidemment concerne l'actualité du MLC. Mais nous allons continuer à discuter parce que je crois que le débat est intéressant. Vous avez rencontré Monsieur Jean-Pierre Bemba à La Haye et j'ai suivi un média où vous déclariez que voilà, vous avez eu des cours de macroéconomie. Il vous a donné plus ou moins des idées du projet de société tel que lui-même le voulait par rapport au Congo. Alors, qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce que vous pensez, vous, du cadre macroéconomique actuel? Je voudrais d'abord vous dire que lui, il a sa spécialité en économiste. Oui. Moi, je suis diplomate et juriste de formation. Et je vous ai parlé tantôt que j'ai une procuration pour parler au nom du parti en son nom. Alors, le plus important, c'était d'abord faire une jonction pour que nous parlions désormais le même langage. Parce que je m'engageais quand je parlais à ma manière. Maintenant que je vais parler même en son nom, je dois avoir le même langage. C'était cette jonction, cette connexion. Alors, les cadres macroéconomiques dans notre pays a plusieurs volets. Pour le moment, nous sommes en difficulté en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Tout passe par la bonne gouvernance. La mauvaise gouvernance a gangréné donc la gestion de notre pays, où il y a la corruption à grande échelle qui s'est fait à tous les niveaux. Ça pose des problèmes. Alors, nous prenons les cadres de la stabilité macroéconomique. Ça nécessite beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nécessite? Il y a d'abord les cadres juridiques. Il faut faire en sorte qu'il y ait un guichet unique, faire en sorte que... guichet unique de quoi? Guichet unique en ce qui concerne les taxations. Il ne faut pas qu'il y ait des tracasseries lorsqu'il y a des investisseurs qui arrivent où on va taxer pour ça, on va taxer pour plusieurs choses. Et puis nous avons l'OHADA par exemple, la loi qui harmonise l'harmonisation des droits des affaires. De sorte que nous naviguons, nous ayons à émettre sur la même onde économique par rapport avec les pays avec lesquels nous faisons des transactions. Deuxièmement, il y a la question de donner la possibilité aux petites et moyennes entreprises d'évoluer. Parce que si vous allez dans les gros, dans les macroéconomies seulement, il va y avoir un écart entre la population de la base qui doit vivre aussi avec des petits moyens par rapport aux grands investisseurs. Et nous, là, dans le cadre du MLC actuellement, nous récusons ce qui se passe actuellement ici. Prenons le cas de l'agriculture. On dit l'agriculture priorité pour priorité. Mais on ne met pas assez de moyens pour promouvoir l'agriculture au même moment pour l'autosuffisance alimentaire et aussi l'agriculture d'exportation par rapport à nos capacités. Prenons le cas des arachides, des haricots, de l'huile de palme, de manioc, de maïs. Nous ne produisons pas ça. Alors, au lieu que nous investissons dans l'agriculture, nous attendons que dans le budget, plus de 50% du budget en ce qui concerne l'agriculture nous provient de l'extérieur. Quand l'extérieur donne, la main qui donne a toujours été supérieure à celle qui reçoit. L'extérieur donne avec des injonctions. Par exemple, pour investir dans les cafés, dans les cacao, dans les VA, par exemple, alors que nous avons besoin de riz et pendant ce temps, l'extérieur nous envoie du riz, donc nous importons du riz alors que nous avons beaucoup d'hectares dans notre pays des terres arabes pour l'exploitation du riz. Nous importons de l'huile, nous importons des arachides. Vous faites un état de lieu en fait de la situation économique de manière générale. Mais ici, la manière dont vous présentez les choses, c'est comme si ça va mal. Nous avons des indicateurs macroéconomiques présentés par Matata Ponyo qui semblent être très positifs. Mais ça a l'air contradictoire avec ce que vous dites. Comment expliquer oui, ça a l'air contradictoire. En fait, monsieur Matata Ponyo parle par exemple de la stabilité du cadre macroéconomique
économique par rapport à l'inflation. Il parle par exemple par rapport à... Il dit que le taux de croissance économique... il parle par rapport au taux de croissance économique, mais les indicateurs qu'on appelle des OEV, des indicateurs objectivement vérifiables du cadre macroéconomique, ça se sent sur terrain par rapport au panier de la ménagère. Ce n'est pas la haute philosophie économique, stabilité du cadre macroéconomique quand il y a des appuis de la coopération structurelle entre État et État dans ces cadres-là. En fait, ce que vous voulez dire... Le panier de la ménagère. Oui, pour le moment, le seuil de pauvreté, les Congolais vivent en dessus du seuil de pauvreté. À moins $1 par jour. Lorsque vous payez une valeur de 900 000 francs congolais, c'est le grade du secrétaire général. Le secrétaire général, c'est le grade de full de l'administration. 900 000 francs congolais, ça fait environ... $90 plus ou moins. Oui, environ. Non, 900 000, c'est $1000. Environ $1000. On a $1000 dans le $900, $1000, environ 950 €. Vous voyez un peu, alors que cette personne-là doit se prendre en charge dans les logements, il y a l'accès aux soins de santé, il n'y a pas une couverture de soins de santé. Avec un tel salaire au Congo, mais c'est un roi, parce qu'il y a déjà d'autres, les militaires touchent quoi? Donc c'est un peu ça. Mais je reviens plutôt sur une autre manière d'aborder cette question. C'est-à-dire, ici, c'est vrai, Matata Ponyo, vous avez dit qu'il parle de ces indicateurs macroéconomiques à un niveau beaucoup plus élevé. Voilà. Mais c'est comment vous expliquez ça? Le fait qu'effectivement, qu'il y a de la croissance économique au Congo, mais au niveau du panier de la ménagère, ça ne se sent pas. C'est dû à quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a de la croissance. Il y a 10 ans, on exportait plus ou moins 100 000 tonnes de cuivre l'année, mais maintenant, on en est à 1 million. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une croissance par rapport à l'exportation de nos minerais. Mais qu'est-ce qui fait que cela n'est pas sensible par rapport à l'indice de développement humain, le panier de la ménagère? Oui, selon moi, c'est-à-dire l'exploitation est faite de manière brute. Et ce n'est pas traité sur place. La transformation n'est pas faite sur place. En fait, il y a fuite des capitaux. Il y a des investisseurs qui arrivent, qui exploitent et qui repartent avec ça, qu'ils prennent le tout. Le traitement s'est fait en dehors. Et il y a même la bancarisation, il y a même le placement qui s'est fait en dehors. Sur place, en fait, c'est comme je dis... l'exploitation illégale en fait des richesses. Donc les richesses ne se sentent pas, ne s'exploitent pas au Congo, il n'y a pas l'emploi. Toutes les entreprises qui se transforment, ça se transforme en dehors. Je vais vous dire le cas de coltan. Le coltan est exploité à l'état brut. Et le coltan est transformé en dehors de notre pays, et nous avons en face juste les exploitants traditionnels, les exploitants locales qui ne le font pas de manière industrialisée. Non, alors, mais là, vous abordez plus la question sur le plan d'élargissement de l'assiette de recettes de l'État. C'est-à-dire que lorsque nous transformons localement, nous ajoutons de la valeur ajoutée en fait. La valeur ajoutée, oui, et puis nous avons l'emploi, et puis nous avons la possibilité de la circulation des richesses internes. Il y a un problème de distribution des richesses. Donc même ceux qui viennent, ils viennent par exemple pour dire nous sommes venus faire l'exploration. Mais l'exploration se transforme dans la clandestinité en exploitation, et toutes ces matières pour raison d'études sont envoyées ailleurs, alors qu'on est en train de les transformer en dehors du pays. Et ça ne rentre pas dans les circuits normal de mobilisation des richesses du pays. Ça ne rentre même pas dans la nomenclature de mobilisation des ressources et des recettes du pays qui sont reconnues au niveau du budget. Mais vous, c'est pourquoi on ne les fait pas sentir. Mais vous, en tant que député, c'est vous d'ailleurs qui votez le budget. Oui. Le budget de la République est estimé à plus ou moins 9 milliards. N'est-ce pas? Mais si vous estimez tous les flux financiers engendrés par l'exportation des minerais, c'est au-delà, c'est des centaines de milliards de dollars. Mais qu'est-ce que vous faites au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, pour dénoncer ça? Je sais qu'à une certaine période, vous aviez dénoncé des pillages, évidemment, au niveau gouvernemental des minerais. Mais maintenant, par rapport à cette question spécifique, nous savons qu'il y a l'exportation des minerais qui rapportent des milliards de dollars. Cela n'est pas déversé au niveau de la population, mais au niveau du Parlement. Quelle action vous menez pour dénoncer cela?
Je suis très contente lorsque vous avez dit que je sais qu'à une certaine époque, vous avez procédé à la dénonciation de cette question. Nous les faisons. En fait, nous sommes au départ, j'aimerais que vous vous rappelez au début de l'émission, j'avais dit, les grands problèmes qui se posent ici, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption. C'est la corruption qui fait que nous ne puissions pas obtenir gain de cause. En tant que membre de l'Assemblée nationale, en tant que membre du Parlement, je voudrais dire, et l'opposition, nous jouons notre rôle. Mais nous nous trouvons en face d'une composante de la majorité qui procède en fait à la protection pratiquement du gouvernement, parce que c'est un circuit de la corruption. Vous avez au niveau des partenaires internationaux qui viennent pour les investisseurs, qui corrompent au cabinet du président. Le cabinet du président donne sa corruption au niveau du gouvernement. Le gouvernement corrompt aussi le Parlement et parfois corrompt même les cours et tribunaux. Donc votre présence n'a pas de sens. Notre présence a des sens. Notre présence permet en fait de limiter les dégâts. Je crois que vous avez suivi lorsque nous avons procédé à l'interpellation du Premier ministre Matata Ponyo dans le gouvernement Matata 1 s'agissant de la reddition des comptes. Vous voyez par exemple dans des rubriques entières de la reddition des comptes qui était une condition avant d'adopter le prochain budget, dans le rubrique entière, vous voyez où on a déboursé 2 millions, si ma mémoire est bonne, 2 milliards 200 millions de francs congolais, qui fait environ 2,5 millions de dollars américains, où on a dit qu'on y avait, c'était l'argent qu'on a donné aux partis de l'opposition. Nous sommes venus au Parlement pour poser juste 3 questions au Premier ministre, mais la majorité ne l'avait pas permis. Première question, depuis quand on commence à payer le parti de l'opposition? Nous savons que les lois existent pour payer le parti. Statutaire. Deuxièmement, pourquoi avoir payé seulement l'opposition? Où est la rubrique où on a payé la majorité? Et troisièmement, quels sont ces partis de l'opposition qui avaient touché l'argent? Et là, il y a eu une motion contraire. Vous savez même que les députés en sont venus à main. Il y a eu une motion contraire pour protéger le Premier ministre. Donc c'est le travail que nous faisons au Parlement en tant qu'opposition, mais nous sommes là, c'est vrai. Nous ne gagnons pas nécessairement, mais nous parvenons quand même à vous apporter, vous, les médias et la population, l'information. Et comme on l'a fait dernièrement avec la loi électorale, où on a inséré discrètement, on a dissimulé donc la question de lier les élections à l'organisation du recensement. Alors si on n'est pas parlementaire, si on n'est pas initié, on ne peut pas déceler cette incise-là dans l'article là on avait mis. Voilà le travail que nous faisons, qui est d'ailleurs un travail normal de toute opposition. Oui, on arrive tout doucement vers la fin de notre échange, mais moi je voudrais parler un peu avec vous par rapport à votre approche sur le leadership féminin. Vous êtes une femme politique, vous avez commencé la politique il y a très longtemps. Je sais que vous avez adhéré à l'UDPS, vous aviez encore peut-être 22 ans, et après ça vous avez été très active dans plusieurs autres choses. Alors aujourd'hui on constate que le plus de réclamations auprès des femmes, de nos sœurs, nos filles, c'est l'égalité des sexes, c'est l'émancipation de la femme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui peuvent être ambitieuses? Pourquoi ne pas avoir la présidente de la République qui est femme? Ceci ne vous passe pas par l'esprit? Oui, mais nous avions eu des femmes candidates présidentes de la République en 2006. Peut-être le problème qui s'est posé pour la révision de la Constitution en un seul tour des élections présidentielles, et puis peut-être en termes de moyens, il n'y a pas eu de candidature à ce niveau-là. Il y a des ambitions qui sont là. Nous disons... Pourquoi les stratégies ne se mettent pas sur pied pour essayer de faire mais les stratégies sont en train de se mettre au pied. Si on a eu ces femmes-là, 4 femmes candidates présidentes de la République, parce qu'il y a eu des stratégies, on est en train en fait de construire. Nous avançons certainement à petits pas, mais nous avançons sûrement. Hier, avant-hier, il n'y avait pas une femme qui dirigeait un grand parti politique. On a une femme secrétaire générale de parti politique, même s'il y en a des présidentes, mais par rapport à la dimension du parti, c'est autre chose. Donc peut-être à ce niveau-là, je peux dire le verre est à moitié plein, à moitié vide, c'est mitigé. Il ne faut pas seulement voir la partie vide, il faut voir aussi la partie pleine. Et c'est pourquoi nous faisons un effort d'amener beaucoup plus de femmes sur l'arène politique, parce que très souvent, la politique a été présentée négativement comme étant l'art de mentir, mais pourtant c'est l'art de gérer la cité. Alors nous disons aujourd'hui, les quelques femmes qui sont dans les instances politiques, c'est comme une femme. Mais une femme en politique, la politique la change. Plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait beaucoup de femmes dans l'arène politique pour changer un peu la politique, ajouter la donne de la bonne gouvernance. Ok. Et ben, voilà. C'est parfait, ça c'est bien dit. Mais avant de vous laisser
le dernier mot à adresser éventuellement à la diaspora, je voudrais faire une remarque, c'est qu'on a vu en 2006 ou en 2011, je crois, Jacques Njoli, qui était l'adjoint de Ngoï Mulunda, et tous nous savons la situation catastrophique de la manière dont se sont déroulées les élections. C'était vraiment, c'était grave ce qui s'est passé, tout le monde le sait, le monde entier en a parlé. Mais comment expliquer que le MLC puisse garder une personne comme celle-là à un poste aussi particulier par rapport à tout ce qui s'est passé en 2006 ou 2011, parce que vous allez vous souvenir qu'il y avait quand même l'espoir de tout un peuple là-dedans. Il y a eu des fraudes visibles, il y a eu de la corruption visible, mais qu'est-ce qui explique que le MLC puisse avec autant de légèreté, autant de facilité mettre une telle personne, en tout cas à un poste assez particulier? Ce n'est pas une insulte à l'égard de la population. Non, pas du tout. On n'a pas perdu notre confiance à M. Njoli. Vous ne pouvez pas lui imputer tout ce qui s'est passé. Il n'était pas le seul à diriger au niveau de la CENI. Il y a tout un bureau de la CENI, il y a aussi toute une plénière de la CENI, et il y avait beaucoup d'acteurs qui ont joué sur ça. Il a joué le jeu, quoi. Non, il n'a pas joué le jeu. Vous avez vu son attitude, vous avez vu sa position, mais face à cette pression-là, et lui, il a fait combien? Il a fait 48 heures pour ne pas signer, et il a demandé essentiellement à l'UDPS par exemple d'apporter les preuves des documents qu'ils avaient, comme ça va lui donner aussi la force de pouvoir les défendre. Dépasser ces 48 heures, il était dans l'obligation de pouvoir lâcher. Donc en ce qui les concerne, on ne peut pas lui imputer tout ça. Il n'était pas le seul. Jusque-là, nous avons confiance à M. Njoli, on ne peut pas lui imputer ce qui s'est passé. C'est le MLC. Je vous laisse, Mme Bazaïba, dire un dernier mot à la diaspora. Qu'est-ce que vous pensez de la diaspora? Ce ne serait peut-être pas un dernier mot pour tout, peut-être un dernier mot par rapport à l'émission. Ce que je pense de la diaspora, j'ai dit que la diaspora ferait œuvre utile de pouvoir s'impliquer en s'informant des réalités qui se passent réellement au Congo. J'apprécie ceux qui de temps en temps ont la possibilité d'arriver aussi au Congo, parce que c'est vrai, nous suivons des informations par la nouvelle technologie de l'information et des communications, mais ce n'est pas toujours évident. Autre chose que je voudrais ajouter, nous nous sommes battus pour faire en sorte que la diaspora ait droit au chapitre pour participer à la chose politique en termes de bulletins de vote, de pouvoir voter. Donc nous souhaiterons aussi que la diaspora fasse un effort pour nous aider, que nous puissions nous entraider, pour que nous voyions dans quelle mesure ça va se réaliser dans les concrets. C'est-à-dire comment est-ce que nous allons procéder au répertoire des Congolais qui ont droit de voter, parce que en fait la loi électorale actuelle que nous n'avons pas voulu est contradictoire, telle que promulguée. Au même moment on dit la diaspora a droit de voter, au même moment, il y a l'article 7, par exemple, qui dit que les votes se déroulent sur l'étendue du territoire national. Alors, cette diaspora-là va voter comment? En descendant au pays ou en s'enrôlant? À quel moment elle va pouvoir s'enrôler? Et je termine par dire, ce que nous ne pouvons pas faire à l'extérieur, la diaspora peut le faire. Parce qu'il y a des décideurs, entre autres, aussi à l'extérieur du pays. Mais ce que la diaspora ne peut pas faire à l'intérieur, nous pouvons le faire. Parce qu'il faut toujours être physiquement quelque part pour faire certaines actions. Je pense qu'un travail en synergie vaut mieux qu'une diabolisation. Ok, merci beaucoup Mme Bazaïba, mais je ne serai pas pardonné si je ne pose pas la question sur Bamanissa. Il semble qu'il a été arrêté. C'est une information à confirmer ou non? Moi, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas les détails de cela. Je pourrais plutôt saisir l'opportunité de votre micro ici pour dénoncer l'arrestation de jeunes Congolais, les jeunes de Yanamar du Sénégal et les jeunes de ces collectifs au Burkina Faso, parce que entre les jeunes africains, ils avaient le droit de pouvoir s'informer, se former, se soutenir, et c'est démocratique. Ce n'est pas que ces jeunes-là sont arrivés au Congo, comme l'a dit M. Mende, porte-parole, pour dire qu'ils sont venus faire la subversion ou enseigner de la violence. Non. Ne peut être touché par l'exercice démocratique de ce que voudraient faire ces jeunes-là, c'est que les personnes qui n'aiment pas la République. Et car ces jeunes aujourd'hui, on est en train de les mettre à l'écart pratiquement.
le calendrier électoral vient d'être mis en place, mais nulle part on nous a montré là où ces jeunes vont pouvoir s'enrôler. Les jeunes qui commencent l'âge à des 18 ans jusqu'à un certain âge de 24 ans, qui ont eu donc les nouveaux majeurs depuis 2011 jusqu'à 2015, donc 5 ans durant, si on ne donne pas l'opportunité à ces jeunes gens-là de 18 à 24 ou 25 ans de voter, alors ça serait un vote qui viole la Constitution, parce qu'on ne va pas les appeler à venir procéder à la campagne électorale, on ne va pas les appeler à afficher des banderoles parce qu'ils sont jeunes, ils sont dynamiques, de vous accompagner dans la campagne électorale, et puis le jour du vote, du scrutin, vous leur dites vous n'avez pas droit de voter parce que vous n'avez pas votre carte d'électeur. En tout cas, merci beaucoup Madame Bazaïba d'avoir répondu à notre invitation. C'était un réel plaisir. Et à vous, chers amis, nous vous disons aussi merci d'avoir été patient. Et surtout, je suis convaincu que vous ne vous êtes pas du tout ennuyés, parce que vous et moi, nous constatons que Madame Bazaïba, c'est vraiment une femme dynamique. Et là, moi, je vous dis au revoir en remerciant EDTV et Richard Riche Tempête et Maître Donat d'avoir été assez efficaces à la partie technique. Et on se revoit très bientôt. Merci.